Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Première. Choisir le REER Plus au Fonds de solidarité FTQ pour votre entreprise, c'est choisir une solution d'épargne simple, rapide à implanter et sans frais. Le REER Plus, c'est le bon choix pour vos employés et votre entreprise. Visitez fondsftq.com section employeur pour les détails. Le balado commence dans 3, 2, 1... Le choix du lieu de notre décès est loin d'être banal, pour ceux et celles, évidemment, qui ont la possibilité de l'exprimer. La tendance lourde qui s'observe au pays en ce moment est que de plus en plus de Canadiens préfèrent mourir chez eux grâce à des soins palliatifs à domicile. Si dans une majorité de provinces, les ressources en santé suivent cette tendance, on se rend compte que le Québec tire encore de la patte. Dans les faits, encore très peu de Québécois rendent leur dernier souffle à la maison. Et ce retard-là exaspère un paquet d'intervenants, de patients et la Coalition du Québec pour l'accès aux soins palliatifs. Notre question, comment mettre en place un système de soins palliatifs à domicile au Québec? Notre invité? David Gentile, journaliste santé affaires sociales pour Radio-Canada. Moi, je m'appelle Alexis Delancer et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. Donc, même si on dit qu'il y a une grande disparité au Québec, la norme au Québec, c'est l'absence de services médicaux intégrés, intensifs à domicile pour les patients en fin de vie. C'était donc, David, le diagnostic, si on veut, de la docteure Geneviève Dechaine, une médecin omnipraticienne basée à Verdun, à Montréal. Une affirmation qui date de 2017, mais on peut clairement dire la même chose aujourd'hui, le même diagnostic 2 ans plus tard. Absolument. Donc, c'est un diagnostic qui est partagé par la vaste majorité des médecins qui travaillent dans le domaine des soins palliatifs et particulièrement dans le domaine des soins palliatifs à domicile. Comment on peut les définir, ces soins-là, à domicile palliatifs? Écoutez, c'est d'offrir à des patients qui sont près de la toute fin de leur vie des soins à domicile. Ça ne veut pas dire uniquement de faire la vaisselle ou de donner des claques dans le dos à quelqu'un qui, c'est normal, est en détresse à la fin de sa vie, mais c'est d'offrir toute la panoplie des services médicaux nécessaires, donc des soins infirmiers, mais aussi un ajustement de la médication, un ajustement des traitements et même dans certains cas, un soutien psychologique pour ces gens-là qui, évidemment, vivent une grande souffrance qui n'est pas seulement physique. Donc, la grande majorité des CLSC ont des équipes de soins palliatifs à domicile, mais plusieurs n'ont pas de médecin qui peut intervenir 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et c'est ça, des soins intensifs à domicile. C'est le fait qu'un groupe de professionnels, infirmières, médecins, puissent intervenir 24 heures sur 24 quelques minutes après qu'une personne qui soit en fin de vie ait lâché un coup de fil à cette unité de soins intensifs à domicile. Donc, ceux qui prônent ce système-là disent que sans médecin, c'est très difficile. Ils ont donc proposé, avec l'appui du Dr Barrette en 2017, d'améliorer les choses. Ils ont proposé ce modèle-là plus avancé de soins palliatifs. Ce sont donc les fameuses unités de soins intensifs à domicile dont on a beaucoup parlé là en cette période de mi-novembre. On devait, lorsqu'on a formulé cette idée-là en 2017, avoir en quelques années une soixantaine de SIAD, pour utiliser le jargon du réseau, qui soit fonctionnel, ces fameuses unités de soins intensifs à domicile. Un autre acronyme. Un autre acronyme spectaculaire du réseau de la santé. 2 ans plus tard, on n'en a qu'un qui est fonctionnel et c'est ce qui a provoqué cette sortie des médecins en soins palliatifs à domicile, cette lenteur-là qui a provoqué la sortie des médecins le 19 novembre dernier. C'est ça, parce qu'on veut, en tout cas certains d'entre eux, être en phase davantage avec une population qui réclame ces besoins-là, ces soins-là plutôt, je l'ai dit en préambule, les chiffres le prouvent, le désir, il est là. Oui, voilà. La majorité des gens disent dans plusieurs sondages qu'ils souhaitent finir leur vie à domicile dans un environnement qui est nettement plus accueillant, qui est nettement plus personnalisé que ce que l'on peut retrouver dans un hôpital. Mais dans les faits, il y a, et ça, ce sont des chiffres récents là, de 2018, 20% des Québécois qui arrivent à mourir à leur domicile. Et là où ça pose une grande question, parce que
toutes les options peuvent être valables, peuvent être respectables, mais c'est que dans le reste du Canada, on est en moyenne à 40 %, et il y a même des provinces comme l'Ontario où la moitié des gens décèdent à domicile. Donc, on le voit, il y a une disparité importante entre le Québec à 20 % et l'Ontario à 50 % Le Québec qui fait en quelque sorte figure de cancre à ce chapitre, David, mais est-ce que justement, si on parle des autres provinces, il y a des modèles à suivre ailleurs, des exemples sur lesquels on pourrait se fier? Ben, écoutez, il y a un modèle qui fonctionne très bien et il n'est pas à l'extérieur du Québec, il est au Québec. Et c'est celui qui a été instauré par la docteure Geneviève Dechaine et son équipe, je dois le dire, à Verdun, donc un arrondissement du sud-ouest de Montréal. Mais oui, à l'étranger, il y a des pays qui font beaucoup mieux que le Canada, assurément beaucoup mieux que le Québec. Je vous donne un exemple. En Australie, par exemple, le financement des établissements est lié à la qualité des soins palliatifs à domicile. En France, c'est souvent le cas auquel on réfère le plus souvent. C'est complètement différent. Il y a des médecins à la base là, qui, culturellement, ne font que de la médecine à domicile. Donc, il y a déjà dans la culture médicale, dans la pratique médicale, cette habitude-là d'aller vers le patient plutôt que de forcer le patient à venir vers l'hôpital. Et conséquemment, il y a des soins palliatifs à domicile qui sont beaucoup plus développés dans certains pays, comme la France, par exemple. Et une culture médicale, ça ne se change pas du jour au lendemain. Non, ça ne se change pas du jour au lendemain. Et ça alimente justement ce problème-là au Québec, où il y a des asymétries formidable. Donc, on parlait d'instaurer des services, mais il en existe déjà. Et au Québec, par exemple, à Montréal, sur la totalité des gens qui reçoivent des soins palliatifs à domicile, il y a à peu près 40 % des gens qui vont finir leur vie à domicile. Et il y a d'autres régions où on est à 5, 6, 10 %. Et c'est pour cette raison-là qu'on veut instaurer des soins dits intensifs. Parce que souvent, même si les gens ont des soins palliatifs, si la qualité des soins ne s'intensifie pas, qu'elle ne s'améliore pas dans les derniers jours, dans les dernières heures, quand la douleur devient plus forte, quand les symptômes deviennent de plus en plus complexes, quand la fatigue s'installe dans l'entourage aussi, effectivement, c'est là que les gens, parfois, découragés par l'ampleur de la tâche, découragés par la souffrance d'un proche, ce qui, on le comprend, est quelque chose d'extrêmement difficile, vont prendre leur valise avec la personne en fin de vers vie l'hôpital et se dirigent à l'urgence. Et c'est ce constat-là qu'a fait l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Il a regardé les urgences, il a parlé avec des urgentologues qui lui ont dit, M. Barrette, on a plein de gens en fin de vie qui viennent mourir à l'urgence. Ce n'est pas normal. Faisons quelque chose. Et c'est en 2017, lors d'un forum sur les soins à domicile, qu'on a lancé l'idée que j'ai évoquée un peu plus tôt, parce que les soins à domicile, particulièrement les soins palliatifs à domicile, lorsqu'ils ne sont pas offerts en quantité et en qualité suffisante, vont avoir une incidence, oui, sur la qualité de vie des patients, mais ça va aussi les amener à débouler vers l'urgence et à engorger les hôpitaux et particulièrement les salles d'urgence, ce qui met une pression politique énorme sur le gouvernement. Donc, d'une part, oui, il y a cette pression politique qui s'exerce de plus en plus, mais d'autre part, ne l'oublions pas, il y a toutes ces personnes qui peuvent en bénéficier de ces soins palliatifs intensifs, qui savent à quel point ça a de la valeur. Sans l'aide ici à la maison, je ne serais pas ici. Ça, c'est garanti parce que j'aurais demandé la piqûre. Oh. Vous n'auriez pas voulu être à l'hôpital? Non. Je ne veux pas finir mes jours dans un hôpital, moi. Non. Je vais finir ici. Monsieur Raymond Duranceau, à qui tu as toi-même parlé, David. Oui, je lui ai parlé dans la semaine du 19 novembre, pour ceux qui écouteraient ce balado un peu plus tard. Donc, monsieur Raymond Duranceau, qui est aux prises avec un cancer en phase terminale, mais qui est chez lui à la maison, qui profite justement de soins intensifs offert par le CLSC de Verdun. Et quand il dit dans l'extrait « j'aurais demandé la piqûre », il veut dire qu'il aurait demandé l'aide médicale à mourir. Ça, donc piqûre. Pour lui, pas question d'aller dans un environnement, l'hôpital, qu'il perçoit comme beaucoup moins personnalisé, qu'il perçoit comme un peu plus froid, un peu plus bureaucratique. Donc, rencontre extrêmement touchante avec cet homme-là qui est très reconnaissant de la qualité des soins qui lui sont offerts dans le sud-ouest de Montréal. On doit dire qu'il y a quand même des soins de qualité qui s'offrent ailleurs, mais c'est vers ce modèle-là du sud-ouest de Montréal qu'on veut tendre à l'heure actuelle.
Des médecins et des équipes soignantes se font bloquer la route lorsqu'elles tentent d'organiser des services intensifs à domicile. Les patients dont le souhait est de demeurer à domicile sont pris actuellement en otage. Ils sont privés de leurs droits, puisque c'est inscrit dans une loi, cet accès. C'est quelque chose qu'on vient d'entendre là, de la bouche de Mme Lafontaine, Louise Lafontaine, c'est ça, de la Coalition du Québec pour l'accès aux soins palliatifs, des équipes soignantes qui se font bloquer, des patients qui sont pris en otage. Bref, ça, c'est 3 ans après l'engagement de l'ancien ministre Barrette qu'on évoquait tantôt. Pourquoi ça bloque? Il est où le blocage dans l'engrenage? Bien, c'est la grande question que se posent ces médecins-là, parce que je le répète, l'objectif, ce serait d'avoir une 60aine de ces groupes-là qui soient déjà formés. Eux disent qu'il y a une 20aine de groupes de médecins qui se sont manifestés, mais leurs projets n'ont pas été approuvés. Donc, il y a effectivement du sable dans l'engrenage. À micro fermé, il y a bien des médecins qui vont nous dire qu'on refuse d'aller de l'avant avec ces projets-là parce qu'on veut prioriser le fait que les médecins prennent en charge des patients dans leur cabinet. L'autre élément, ce serait aussi un genre de conflit, là, j'essaie de peser mes mots, là, de nature financière. C'est-à-dire que les médecins en soins palliatifs à domicile voudraient avoir des conditions d'exercice peut-être un peu plus généreuses que ce que serait prêt à concéder le gouvernement. Et le syndicat des médecins, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, a son mot à dire parce que c'est la FMOQ qui répartit les enveloppes et qui doit, avec le gouvernement du Québec, approuver la mise sur pied de ces groupes-là. Donc, on blâmait ici de manière relativement spectaculaire, c'est assez rare, des médecins qui blâmaient leur propre syndicat, alléguant que le syndicat bloquait justement le déploiement de ces soins intensifs à domicile. Et l'autre élément, le dernier, qui est peut-être un peu plus technique, c'est le fait que le gouvernement veut envoyer de plus en plus d'infirmières praticiennes spécialisées, surnommées super infirmières, pour faire des soins palliatifs à domicile. Et les médecins ne veulent pas trop céder justement ce terrain-là de pratique. Est-ce que c'est préférable que ce soit des infirmières ou des médecins? Là-dessus, je ne me prononcerai pas. La question est ouverte, mais ça fait partie des questionnements, du dilemme et de l'espèce de tension qu'on sent actuellement entre les médecins en soins palliatifs et les autres entités du réseau de la santé. Un dilemme, des questionnements au centre desquels se trouve Mme McCann notamment, pour qui c'est tout un jeu d'équilibristes, là. Oui, on l'a senti déséquilibré, pour reprendre un peu la formule, sur ce terrain-là. Son cabinet nous disait que les choses avançaient depuis quelques mois. Dans la foulée de la sortie des médecins, elle a dit ça avance. Le lendemain, elle avait comme un peu rectifié le tir. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement? On ne le comprend pas parfaitement ou on ne peut pas le dire à ce micro, mais une chose est claire, il y a un malaise là, du côté du gouvernement et de l'appareil. Ce qu'on nous dit pour conclure, c'est que ça devrait avancer plus rondement au cours des prochaines semaines et qu'on pourrait avoir peut-être début 2020 un genre de dénouement dans ce dossier-là, ce que souhaitent les patients. Ben voilà, j'allais dire, espérons-le au nom de ces patients que ces souhaits seront exaucés. Merci beaucoup, David. Il n'y a pas de quoi. Et c'est tout pour le balado d'aujourd'hui. Pour nous écrire, parce qu'on a besoin de vous, de vos idées et de vos lumières, ça s'explique à commercial-radio-canada.ca. Je m'appelle Alexis Delancer. À demain. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio. Radio-Canada Audio.